Ma famille afghane est d'abord l'adaptation d'un roman, à savoir Frishta, que la reporter de guerre Petra Prochaskova publia en 2009. Si la réalisatrice tchèque Mikaela Pavlatova a récupéré le projet, c'est un peu par hasard. Elle entend parler de la production d'un film live qui a été abandonné faute de fonds. Elle se renseigne et est séduite par le pitch. La lecture du livre lui donne envie de s'investir dans son adaptation, et elle propose alors au producteur un scénario qui conviendrait bien à un film d'animation. Dans sa version, les personnages secondaires sont moins nombreux et l'histoire est simplifiée. Le producteur accepte la proposition et le film trouve rapidement le financement qui lui faisait défaut. Alors ça raconte quoi, Ma famille afghane? Comme son titre français l'indique, le film est le récit d'une vie de famille et n'a pas vocation à porter de discours politiques. Amoureuse du beau Nazir, la jeune Hera décide de s'installer avec lui en Afghanistan. Elle cherche à s'intégrer au mieux dans sa nouvelle famille, sans jugement ni reproche. Elle laisse donc de côté tous les codes culturels qu'elle connaît et semble même heureuse de vivre au sein d'une famille très soudée, omniprésente. Cependant, son paisible équilibre se trouve bien vite menacé. D'abord parce qu'elle rencontre des troubles de la fertilité, ce qui contrecarre tous ses projets, mais aussi parce que l'arrivée des Américains polarise la société. Les talibans paraissent de plus en plus agressifs, il faut veiller à respecter toutes leurs règles. Par ailleurs, les relations se tendent avec son beau-frère, qui impose à ses enfants des lois intégristes. La famille dans laquelle vit Hera paraît plus progressiste que ses voisins, mais ne lui en impose pas moins des règles contraignantes. Se cacher dans sa chambre quand des étrangers lui rendent visite, l'interdiction de conduire seul, etc. Ma famille afghane nous plonge dans une époque révolue. Nous sommes en 2001, juste après les attentats du 11 septembre. C'est une période charnière pour l'Afghanistan, la société étant partagée entre deux visions de la femme, deux systèmes de valeurs qui s'opposent et qui vont creuser les écarts générationnels. L'œuvre incarne déjà un point de bascule. Le pouvoir américain est présent, mais on sent également monter le contre-pouvoir taliban. Et là, une petite remise en contexte s'impose. À cette époque, l'organisation terroriste Al-Qaïda, dirigée par Oussama Ben Laden, veut imposer une vision intégriste de l'islam par la terreur et libérer les pays musulmans de l'influence occidentale. Les États-Unis sont leur première cible. Les raisons sont nombreuses. Ils leur reprochent notamment le stationnement des troupes américaines en Arabie Saoudite. Parce qu'ils se considèrent alors comme les gendarmes du monde, ils sont souvent haïs au Moyen-Orient. Le groupe terroriste Al-Qaïda a organisé les attentats du 11 septembre 2001 visant les tours jumelles et le Pentagone américain. 2977 personnes sont décédées. Le gouvernement de George Bush réagit très rapidement, si rapidement qu'on lui reprochera plus tard de ne pas avoir pensé en termes de stratégie géopolitique. Probablement qu'il lui fallait apaiser la colère du peuple américain et qu'il voulait démontrer qu'il était un homme fort, capable de venger ses morts. Pour renverser le régime taliban, les Américains et leurs alliés envahissent l'Afghanistan. Cependant, Ben Laden restera introuvable pendant 10 ans. Les militaires veulent surtout éradiquer les talibans, mais les ONG veulent de leur côté instaurer un régime démocratique sur place. Pendant 20 ans, les Afghans cohabitent avec des étrangers venus des 4 coins du monde. Certains sont méfiants et pensent que leur culture est en danger, et rejettent par conséquent l'ingérence des communautés internationales sur leur vie. D'autres sont partagés tout en regrettant l'occupation. Ils sont séduits par les échanges culturels et aimeraient que certaines traditions évoluent au contact des Occidentaux. Le film rejette tout moralisme. La réalisatrice refuse de porter un regard condescendant sur la famille afghane et voulait au contraire rendre leur individualité à chacun de ses membres. En se concentrant sur le quotidien de la famille de Nazir, elle nous immerge dans leur intimité et nous permet donc de développer de l'empathie et de la compassion pour eux. D'autres films d'animation montrent le quotidien des femmes en Afghanistan. Les Hirondelles de Kaboul se déroulent dans les années 90. Un couple d'intellectuels souffre de l'arrivée des talibans et se voit confronté à leur sanglante répression. C'est l'oppression des femmes que nous révèlent Zabou Brightman et Eléa Gobé-Mevelek, éveillant en nous un sentiment de révolte. Dans Le Poignant Flea, Amin, réfugié afghan homosexuel, se remémore comment sa famille a fui la guerre civile. Depuis le Danemark où il a enfin trouvé la paix, il exhume ses traumatismes. Enfin, dans Parvana, une enfance en Afghanistan, l'héroïne retrouve un semblant de liberté en se déguisant en homme. C'est là encore la condition féminine qui est dénoncée. Ma famille afghane n'est pas un film historique. Le film évolue dans le temps et fait largement référence aux attentats du 11 septembre, mais évacue finalement assez vite le sujet. Mikaela Pavlatova ne souhaite pas rendre son propos politique et semble même nier la portée de cet événement en la matière qui traverse pourtant son film de A à Z. Ce choix pourrait être commenté, salué ou critiqué, les débats sont ouverts. On sent dans Ma famille afghane que la réalisatrice a beaucoup de tendresse pour la génération des parents de Nazir et craint de traiter ce sujet de manière hautaine. Le grand-père est le personnage dont émane le plus de sagesse et de douceur. Il paraît très paternel vis-à-vis de Hera et très hospitalier. Ce personnage, qui aime Hera comme sa propre fille, est celui qui construit le message le plus optimiste. Malgré le choc des cultures, une fraternité entre les peuples est possible.
تا وقتی که ما زنده هستم زنای خانه مثل همیشه احترام میشن. La réalisatrice montre encore la réalité de la condition des femmes. Nazir demande par exemple à Hera de couvrir son corps au maximum. On sait aussi que la belle famille vérifie que la nuit de noces a été consommée, mais en tant qu'occidentale, la réalisatrice craint la caricature. Elle évite donc de présenter les personnages de manière manichéenne. Même le beau-frère, que l'on peut considérer comme l'antagoniste du récit, finit par montrer une certaine fragilité. On voit sa carapace se fissurer. Lui qui ressemblait à un monstre nous paraît finalement touchant quand il pleure et se révèle sous l'emprise de sa famille. La résilience extrême de l'héroïne, qui tourne le dos à son passé et semble bien docile vis-à-vis des injonctions qui lui sont faites, peut surprendre. Mikaela Pavlatova met en scène, avec pudeur mais sensibilité, la romance qui unit le couple. Grâce à cela, on comprend que l'héroïne n'est soumise à quiconque et que tous ses choix sont dictés par un amour inconditionnel, dans la grande tradition des histoires d'amour romanesques. Ainsi, la réalisatrice souhaite présenter la situation dans toute sa complexité et rejette les discours qui font des épouses des êtres passifs et fragiles. Le personnage de Nazir est probablement le plus intéressant, car on le sent écartelé entre la culture européenne, ses envies propres, les traditions de sa famille, mais aussi les codes imposés par le voisinage. Pour protéger sa famille, il évite de faire des vagues et de se distinguer. Il met en sourdine sa tendance libérale qui lui ferait risquer d'être ostracisé. Sans mot dire, il semble conscient des dangers qui planent sur lui. Cependant, on ressent bien que ses émotions sont doubles. Quand il gifle son épouse, c'est bien qu'il lui reproche son européanité. Il craint qu'elle ne sache rester à sa place et s'éloigne de lui en retrouvant ses codes occidentaux, c'est pourquoi il semble lui reprocher de vouloir travailler. Un défi s'est imposé à l'équipe créatrice. Comment mettre en scène Kaboul, rendre l'ambiance de la ville palpable sans pouvoir faire le déplacement et en sentir les pulsations? Les animateurs et la réalisatrice ont travaillé à partir de photographies pour créer les lieux du film, mais c'est le travail sur le sound design qui a donné son âme à Kaboul. La circulation routière, les cris des enfants, les oiseaux qui s'envolent. En nous donnant à entendre des sons qui rythment le quotidien, le film se fait très immersif. C'est pourquoi nous sommes aussi bouleversés par les dangers qui menacent la famille et viennent interrompre cette vie paisible. Pour que l'on comprenne Hera, il fallait que l'on appréhende ce qui la séduisait ici, une Dolce Vita à l'afghane en quelque sorte. Les enfants apportent beaucoup de légèreté au film et nous offrent même une séquence onirique. Ils font du skate, les cheveux au vent, la liberté les appelle. Cette séquence est précédée par l'arrivée de Mad. Ce garçon à la frêle silhouette se rapproche rapidement de Hera, qui l'adopte. Son arrivée comble le désir de parentalité du couple. D'abord d'aspect taciturne, le jeune garçon se révèle finalement solaire. Le personnage incarne la joie et l'innocence, mais c'est aussi un personnage très mature. Mad montre une troisième voie à sa mère adoptive. Une vie en Afghanistan qui ne soit ni sous la coupe des talibans, ni influencée par la culture américaine. Sa présence rend aussi hommage à l'hospitalité de Nazir et de ses parents, prêts à accepter un laissé-pour-compte parmi les leurs. Le titre original, My Sonny Mad, en fait même le cœur de la famille, son humanité.